un balado Radio-Canada audio. Les chiffres, t'aimes ça les chiffres? Un peu, beaucoup? Normalement? Assez, oui. Est-ce qu'il faut aimer les chiffres pour être journaliste sportif? C'est une obligation maintenant. Il faut avoir maintenant, je pense, pour être un bon journaliste affecté à la couverture des sports, il faut avoir une culture générale assez élaborée. Là, si tu te concentres seulement sur ce qui se passe sur la surface de jeu, t'es rapidement dépassé. Mais ça a toujours été le cas, non? Ben, ou du moins les meilleurs ont toujours été ceux qui étaient capables de faire le tour. Là. Exactement. Être capable de placer les choses dans un contexte plus grand. Il y a beaucoup d'économies. Il y a du droit, il y a de la politique, évidemment. Exactement. Et des maths. Ça touche beaucoup de secteurs. Et honnêtement, moi, Alex, je pense que si je n'avais pas été courriériste parlementaire, si je n'avais pas couvert la politique pendant quelques années durant ma carrière, je ne serais pas aussi performant ou aussi bon. Non, mais ça m'a rendu meilleur. Je comprends, mais c'est sûr et certain. Puis c'est drôle parce que quand je suis allé couvrir la politique sur la colline parlementaire à Ottawa, il y a des vétérans qui me disaient que les journalistes de sport faisaient de très, très bons journalistes politiques. Parce que, bon, ce sont des gars travaillants, et ça ressemble, c'est une joute aussi, la politique. Là, il y a des rivalités, des arguments, des contre-arguments, tout ça. Et donc, il y avait beaucoup d'anciens journalistes de sport qui étaient devenus de très bons chroniqueurs politiques. Alors voilà, c'est important. Ceux qui rêvent de faire du journalisme sportif un jour, qui se disent, moi, j'ai pas besoin de lire les journaux puis de lire les rubriques économiques. C'est une très, très grave erreur. Voilà. Et faites vos maths 4,36. Moi, j'étais plutôt... T'étais-tu plutôt bon à l'école? Oui. Moi, j'étais plutôt bon à l'école parce que je lisais Bertrand Raymond à tous les jours. Tu sais, j'avais 5... Non, j'exagère. Mais à 6-7 ans, là, je lisais le journal auquel on était abonné selon la période de rabais. Là, mes parents s'abonnaient selon les promotions. Fait que j'ai eu la presse, j'ai eu le Journal de Montréal en alternance. Puis j'étais bon en maths parce que c'est ça, là, je regardais les colonnes. Puis, fait que l'un nourrissait l'autre un peu. C'est ça. Les chiffres, on s'en sort pas. Je dis ça parce que tu sais qui aime les chiffres? Les patrons. Ben oui. Les patrons, ils aiment beaucoup ça, les chiffres. Puis apparemment que nos chiffres sont bons. Alors, en exclusivité sur l'audio? Oui, parce que, bon, là, vous le savez, puisque c'est là que vous nous suivez, à moins que vous soyez sur YouTube, coucou! Mais on est désormais depuis quoi? 3? C'est le 3e épisode qu'on enregistre qui va être exclusif à audio. Je pense que c'est le 2e. Enfin, c'était le premier. Les gars sont bons avec les chiffres. Ouais. En tout cas... Ça fait quelques-uns. Non, c'est le 3e parce qu'on avait fait le spécial de Party de Noël. Hein. Et apparemment que les chiffres ont beaucoup augmenté. Ça, c'est parce que ceux qui n'étaient pas là avant ont suivi. Puis on est très, très content de ça. On sait que ça bouscule les habitudes, que c'est pas l'idéal dans un monde numérique. Là. Il y a moyen de faire mieux que ça. Mais c'est avec ça qu'on est pris. Puis on est très, très content que vous ayez suivi. Oui, mais continuez. Continuez à nous suivre. On est content. Bon, et pour ça, on va se forcer. Oui. On va essayer d'en faire un bon. Ouais. Moi, ce qui me fait réaliser que le balado est devenu très écouté, c'est le nombre de messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux et des courriels aussi. Il y a des gens qui nous écrivent à nos adresses courriels et je te dirais que c'est devenu équivalent à ce que je reçois par rapport aux chroniques que j'écris, aux interventions à la radio. Alors, moi, je trouve ça touchant parce que c'est parti juste d'une idée folle. Hey, on devrait faire... On devrait, ça te tente dessus? On pourrait. Ils ont sûrement... ça ne sera pas simple, non, mais on va s'essayer. Voilà. Écoute, moi aussi, je reste estomaqué aussi chaque fois qu'à la boucherie, quelqu'un me dit « Hey, c'est pas toi, le gars, j'ai reconnu. » Alors, aujourd'hui, le déclin de l'Empire canadien. Je t'ai volé ton titre, justement, dans les autres choses. Qui est un très bon titre. C'est un excellent titre. Puis moi, je suis un gros fan de Denis Arcand. Parlant d'auteur, John Tortorella, l'auteur, et la culture toxique du hockey est peut-être sur le point d'en manger toute une. C'est tellement hockey, épisode 222. Avec notre
chroniqueur principal au service des sports. J'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Salut, Alex. Alexandre Gascon revient de vacances, là, probablement. On le salue aussi, mais il n'est pas là. Il est pas là. Mais il va être là. Il est bien mieux d'être là la semaine prochaine. Parce que là, ça fera. Il est notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Et comme on est sur YouTube maintenant, on va sans doute pouvoir voir si les vacances ont été bonnes. Ah ouais, c'est ça. Il va afficher un beau bronzage. S'il a fait beau. Oui, là où il était. Oui. Bon, ouais, ça a surveillé ça la semaine prochaine. Oui. Je m'appelle Alexandre Coupal. As-tu regardé le match des étoiles? Pas du tout. Non! Est-ce qu'on est obligé? Parce que moi non plus. Et écoute, c'est devenu, le match des étoiles, la Ligue nationale est devenu le moment où tous les journalistes affectés à la couverture du hockey font d'autres choses. S'en vont en vacances. Oui, ça n'a aucune signification, peu d'intérêt, je m'en vais. Est-ce qu'on est des mauvaises personnes? Non, je pense pas que ce soit parce qu'on est désabusé ou quoi que ce soit, mais je me souviens, quand j'étais enfant, c'était un événement. C'était souvent diffusé un soir de semaine, le match des étoiles. Et ça a perdu beaucoup de son lustre. Les joueurs déploient de moins en moins d'efforts, ne veulent pas se blesser. Le calendrier est très exigeant. Les concours d'habileté, c'est devenu un peu un cirque. On est dans l'hyper-fantaisie. Oui. Alors, tu sais, les vrais amateurs de hockey se disent « bof ». Je pensais que ça allait mieux parce qu'il y a eu, quand ils ont instauré la formule du mini-tournoi, je trouvais que ça avait de l'allure de faire ça. Ils jouent à 3 contre 3, si je ne m'abuse. Oui. Je me disais que il y avait là. J'avais cru comprendre que les gens avaient aimé ça et que peut-être on arrêterait d'en parler comme à chaque fois comme étant un problème. Visiblement. Moi, tout ce que j'ai lu et entendu, c'était négatif là-dessus. Cela dit, je ne voulais pas qu'on en fasse un sujet officiel, mais je te soumets ça. Parce que je me rappelle avoir lu dans la foulée là, du week-end, je pense Luc Robitaille qui commentait là, un peu cette espèce de désengagement-là. Et là, je le paraphrase, je ne sais pas si c'est ça qu'il a dit exactement, mais il aimait ça, le match des étoiles, il aimait ça, y aller. Et moi, tu parlais de l'enfance, moi j'ai des super beaux souvenirs justement de Robitaille, puis Steve Duchesne avec Jean Pagé, c'était drôle, puis c'était le fun. Est-ce que la journée où on a décidé que chaque équipe allait être représentée et que, bon, même si, je me rappelle, une année, les Sénateurs d'Ottawa, c'était un joueur de 3e trio qui était là. Brad Marsh, je pense. C'est ça, hein, c'est exactement. Est-ce que cette journée-là, on a peut-être enlevé... soudainement, il y a 20 ans, mettons, il y avait peut-être un certain prestige à être invité au match des étoiles. Tu dis, wow, je suis parmi les meilleurs joueurs de cette ligue-là. Mm-hmm. Et depuis qu'on a instauré la règle d'un joueur par équipe, ce n'est plus le cas. Ce ne sont plus les, 40 ou 50 meilleurs joueurs de la ligue. Ouais. C'est un peu n'importe quoi, un peu tout le monde. Puis là, ajoute à ça ceux qui y vont pas parce que justement, ça leur tente pas. Soudainement, c'est pas du tout un match des étoiles. C'est juste un match avec des représentants de chaque équipe. Un match de représentation. Ouais. C'est une très, très bonne... Non, c'est une très, très bonne question, une bonne réflexion. Par exemple, si il y avait par exemple un trio dominant, Leon Draisaitl, Connor McDavid avec leur partenaire de jeu, on pourrait pas voir ça on pourrait difficilement voir ça, ou une paire de défenseurs ultra dominants. Il y a des équipes qui ont 4-5 étoiles. Oui, et le sport est une méritocratie. Tu veux voir les champions de la Coupe Stanley, par exemple, Cale Makar, McKinnon, Rantanen, tu veux les... Ça s'en va tout au match des étoiles. Ils devraient tous être là. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est une méritocratie. Si c'était vraiment un match des étoiles, on devrait avoir uniquement les meilleurs joueurs là. Et ça devrait être un événement pour une équipe de dire on a des représentants au match des étoiles. Et le joueur, ça devrait avoir une signification pour le joueur. Je comprends très bien qu'en ce moment, ça n'en est pas. Oui. Et comme par exemple, cette année, ça aurait pu être tout à fait normal que le Canadien n'ait pas de représentant. Il l'a dépassé aussi. Oui. mais est-ce que c'est un drame ou pas? Je ne sais pas qui ça sert. Non. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'à Montréal, les gens auraient moins ou plus regardé le match s'il y avait un joueur ou pas? Je veux dire... Il y a probablement des gouverneurs autour de la table qui disent, vous lancez un message à nos partisans qu'on n'a pas de joueur qui vaut la peine d'être vous avez une mauvaise équipe. C'est ça. Mais si c'est la réalité, ça... Enfin, ça devrait être ça. Excellente question. Puis, à une certaine époque, c'était les champions de la Coupe Stanley qui affrontaient les meilleurs joueurs du reste de la Ligue dans un match.
oups, là, tu ajoutes quelque chose de nouveau. Tu ajoutes un élément fierté. Tu restreins le nombre de joueurs qui sont invités là. C'est un match de très, très haut niveau. Fait que c'est ça, on a perdu beaucoup. Puis on sait tous que les joueurs préféreraient ne pas être là. Ils ne veulent pas, absolument pas se blesser dans ce genre de match-là. Alors, ça donne pas le vrai... Ça donne pas du vrai hockey. Alors que, par exemple, au match des étoiles, au baseball... Les lanceurs lancent quand même la balle à 100 000 à l'heure, puis les frappeurs essaient de la frapper très loin. En même temps, c'est peut-être un sport qui se prête plus à ça, là, parce que, tu sais, la NFL ont le même... j'ai pas plus regardé, remarque le match de flag football. Non. J'en ai entendu parler pas mal aussi, mais, tu sais, là aussi, on cherche une formule. Enfin, je voulais pas tant débattre là-dessus. Je voulais me servir de ça plus pour rebondir sur ta chronique, parce que, bon... on remarque évidemment lorsqu'il y a sélection, disons ça comme ça, que ce soit pour des équipes nationales ou pour ce match des étoiles-là, on remarque facilement quand il n'y a pas de Québécois. On l'avait spoté rapidement, qu'il n'y en aurait pas cette année au match des étoiles. Sauf que tu as gratté, tu as aussi remarqué que c'était pas juste cette fois-ci, on n'était pas tant... C'était pas juste la société distincte. C'était assez canadien comme il y a un mot, là, mais préoccupation, mais je veux dire tendance, tendance. Oui. Bon, c'est ça, la diminution constante du nombre de joueurs québécois dans la Ligue nationale. Moi, ça fait 18 ans que j'écris là-dessus. Là. J'ai été, je pense, le premier à sonner l'alarme, dire regardez, il y a une tendance à la baisse qui est vraiment importante et on a perdu... À la fin des années 90, début des années 2000, il y avait 68-70 Québécois qui jouaient régulièrement dans la Ligue nationale. Il en reste une trentaine. Puis on a toujours considéré, il y a eu les états généraux sur l'état du hockey québécois, le rapport qui a été fait. Il y a des gens qui réfléchissent, qui essaient de voir ce qui ne va pas avec notre système de hockey mineur. On a toujours considéré que c'est un problème québécois, mais ça, j'ai fouillé un peu. Moi, j'ai été surpris de voir qu'il y avait seulement 12 Canadiens sur 44 joueurs qui participaient au match des étoiles le week-end dernier. Et les Canadiens forment en ce moment à peu près 44 du contingent de joueurs dans la Ligue nationale, pas loin de la moitié. Et historiquement, c'était la moitié et plus. Alors, ça m'a surpris. J'ai fouillé un peu depuis 30 ans et même surtout depuis le début des années 2000, le nombre de joueurs canadiens diminue de façon importante dans la Ligue nationale de hockey. Et ma réflexion, c'était bon... OK, avant, il y avait 70-75 des joueurs de la Ligue nationale qui étaient canadiens. On avait le plus gros bassin au monde. Les Américains ne jouaient pas beaucoup. Le sport s'est internationalisé. C'est normal qu'à un moment donné, le nombre de joueurs canadiens diminue. Puis ma réflexion, c'était bon, le PDG de Coca-Cola, dont la compagnie a toujours été dominante, quand la compétition commence à gruger des parts de marché, ça prend combien de temps avant qu'ils réagissent, qu'ils disent là, on va sortir un Coke Diet, on va sortir un nouveau Coke. Une nouvelle bouteille. On va essayer de reprendre les parts de marché qu'on perd. Et là, c'est vraiment important. Là. Et donc, c'est ça, je constatais depuis au cours des 30 dernières années, le nombre de Canadiens dans la Ligue nationale est passé de 68 à 43 %. Le nombre d'Américains a grimpé de 18 à 28 %. Mais la statistique qui m'a le plus fait réagir, c'est que depuis 1992, il y a 10 équipes qui se sont ajoutées dans la Ligue nationale de hockey. Il y a eu des expansions, donc 230 emplois de plus dans la Ligue. Et malgré ça, le nombre de joueurs canadiens réels a reculé. A reculé d'une trentaine. Alors, c'est quand même... parce qu'il n'y a pas que les États-Unis qui ont progressé. C'est ça. Les Finlandais, les Suédois ont amélioré leur système de hockey, etc. On voit des pays émergents. Il y en a d'autres qui continuent à travailler fort. La Slovaquie, par exemple. Donc, et là, la question que je me posais, c'était... Tout le monde innove autour et nous, ça va prendre combien de temps avant qu'on réagisse et qu'on se dise, ben là, si tout le monde fait mieux et que nous, on recule, il y a peut-être quelque chose qu'on fait pas bien. Et c'est ça, si la tendance s'accélère, là, présentement, je me souviens avoir écrit il y a une dizaine d'années la façon dont le hockey américain progresse. Il va y avoir, à un moment donné, autour de 2020, autant de joueurs aux États-Unis qu'au Canada. Et là, ça va être On est là. Et là, on est rendu là. Il y a à peu près 540 000 joueurs de chaque côté de la frontière. Et le nombre de joueurs américains augmente
considérablement d'année en année. Et si ça continue comme ça, dans une dizaine d'années, il va y avoir plus d'Américains que de Canadiens pour la première fois de l'histoire de la Ligue. Et je pense que quand on va franchir ça, il n'y aura plus de retour en arrière. Là. Mais moi, en te lisant, moi, deux choses. Moi, c'est la statistique qui m'a le plus frappé, c'est que dans le top 10 des meilleurs compteurs, il y a juste un Canadien. Oui. Ça, parce qu'il y a une question de quantité. Première fois de l'histoire. Mais il y a une question de qualité aussi. Mais quand j'ai eu fini de te lire, je me disais, c'est inévitable. Je veux dire, la journée où il y aura plus de joueurs de hockey aux États-Unis, forcément que ça va devenir le plus gros bassin de joueurs élites. Parce que de toute façon, le hockey, c'était l'anomalie. Je veux dire, que ce soit au soccer, que ce soit dans n'importe quel sport, ils sont 10 fois plus nombreux. Donc, il y a comme pas moyen vraiment. Il me semble qu'il n'y a pas moyen d'arrêter ça, non? Il y a quelque chose d'inévitable là-dedans? Oui, bien, je ne sais pas jusqu'à quel point ce sport-là va croître. Auparavant, c'était les États du Nord, surtout, puis de la Nouvelle-Angleterre qui pratiquaient le hockey. Là, on voit il y a des systèmes de hockey, des associations de hockey mineurs extrêmement performantes qui ont vu le jour en Arizona, par exemple. L'arrivée des Coyotes a fait en sorte qu'il y a beaucoup de joueurs, d'anciens joueurs des Coyotes qui se sont retirés dans cette région-là et qui étaient ceux qui administraient ou qui prenaient en charge les associations de hockey mineurs. Alors, ça produit des Austin Matthews et il y en a d'autres qui commencent à émerger. La Californie aussi, on construit beaucoup d'amphithéâtres, d'arénas et tout ça. Alors, probablement que c'est une tendance qui ne s'inversera pas, là, que le nombre de joueurs américains va surpasser le nombre de joueurs au Canada. Et moi, je me dis, les Finlandais ont trouvé une façon de rester compétitifs en disant on a beaucoup moins de joueurs, on a vraiment un petit bassin, on ne pourra jamais compétitionner en termes de nombre avec les Canadiens, mais on va mieux former nos entraîneurs, on va mieux former nos joueurs, on va travailler différemment, puis on va être plus efficace. Je pense qu'on est rendu là. On fait du hockey depuis 60 ans avec le bon vieux système de hockey junior majeur. Puis à 19 ans, on dit à nos joueurs, c'est terminé pour vous. Prenez l'autobus, allez jouer dans la East Coast League ou dans la Ligue américaine. Alors que pour les Américains, c'est à 19 ans que ça commence pour vrai. Ouais. Eux, ils s'en vont à la vraie étape de développement au hockey universitaire. Nous, on n'a pas de réseau universitaire qui est bien structuré, tout ça. Alors, il y a peut-être temps qu'on commence à s'asseoir. Et c'est la même chose du côté féminin. L'étape importante de développement, c'est le réseau universitaire. Et toutes les joueuses, 99% des joueuses de nos équipes nationales sont formées aux États-Unis. Alors, c'est ça. Ma question, c'était là. Hockey Canada est un peu dans la position de Coca-Cola dans le marché, position dominante. Et là, tu as Pepsi qui gruge des grosses parts de marché. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réagir à un moment donné? Mais moi, je vois des bonnes nouvelles là-dedans. Parce que y aura jamais, on ne changera jamais les façons de faire au Canada s'il n'y a pas un genre de péril comme celui-là. Puis, je vois aussi dans la progression du hockey aux États-Unis quelque chose de positif d'un point de vue business, d'un point de vue de la croissance et de la prospérité de la Ligue nationale. Excuse-moi, je reçois des communications. Correct. Tu ramèneras 2 pintes de lait. C'est ça, ouais, je suis occupé, là. Je suis en train d'enregistrer. Ça reste intéressant. Puis c'est ça, il faudra voir si, justement, le bassin continue de croître aux États-Unis, puis si, effectivement, ça se reflète sur l'élite et quelles conséquences ça aura sur le hockey ici. Parce que ça fait quoi? On s'est jamais posé vraiment la question. Non. Puis, en même temps, pourquoi on l'aurait fait? Je veux dire, on était quand même en situation j'ai juste le mot domination. Non, mais c'est une situation de domination. C'est une position dominante dans le marché. Un plus grand nombre de joueurs. Système de hockey qui développait le plus grand nombre de joueurs d'élite. Mais là, on le voit d'un point de vue qualitatif. Tu as juste Connor McDavid dans le top 10 des marqueurs de la Ligue, ce qui n'est jamais arrivé. En moyenne, au cours des 15-20 dernières années, il y avait 5 Canadiens dans le top 10 des marqueurs de la Ligue nationale. Là, il y en a un. Et tu as 4 Américains. Et ça parle très fort aussi. Là. Ça veut dire qu'ils font des bonnes choses de l'autre côté. Puis juste la science nous dit que c'est un sport à développement tardif. Ouais. Et nous, on coupe l'herbe sous le pied à nos joueurs quand ils ont 19 ans, quand ils arrivent à l'étape la plus importante. Alors, il y a une réflexion à faire là-dessus.
Bon, restons dans le structurel, l'administratif. Ouais. De toute façon, ça va beaucoup être ça aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais il n'y avait pas beaucoup de matchs à l'horaire dans la dernière semaine. Oui, bien l'action a repris... mardi? Lundi, c'est vrai, il y avait des matchs. Et les matchs ont été féroces. On a vu que la pause avait fait du bien aux joueurs. Il y a peut-être une leçon à tirer de ça, d'ailleurs. Peut-être qu'un calendrier plus espacé, mieux structuré, donnerait un plus grand nombre de bons matchs, mais je te laisse continuer. Non, mais enfin, ça aussi, ça tombe sur le sens. On va rester dans le structurel. En a-t-on parlé pendant qu'on enregistrait, ou il me semble dans les dernières semaines, on a effleuré le sujet de la succession de Donald Fair à la tête de l'Association des joueurs. On pensait que ce serait compliqué, que ce serait long. J'ai été un peu surpris de voir que ça déboulait rapidement. J'ai vu, c'est sur Twitter, j'ai vu Walsh pourrait être nommé bientôt à la tête de l'Association des joueurs. Fait que t'as pensé à Allen? J'étais convaincu. J'étais comme, puis je me disais, c'est pas une mauvaise idée, il me semble, parce que c'est certainement un défenseur de premier plan des intérêts des joueurs, même que des fois, moi, si ça avait été mon agent, j'aurais préféré qu'il parle moins sur Twitter. C'est la seule affaire que j'avais avec laquelle j'étais plus ou moins à l'aise, mais je me disais, dans un rôle comme ça, ce serait parfait. Mais non, c'est un dénommé Marty, que je ne connaissais pas et sur lequel j'ai lu un peu, qui devait attendre la fin du State of the Union avant de s'engager dans d'autres choses, parce que c'est un monsieur assez important, disons, dans le gouvernement américain. Oui, c'est le secrétaire d'État au travail, donc le ministre du Travail du cabinet de Joe Biden. Mais tu sais pourquoi il devait attendre la fin du discours de l'Union, de l'État de l'Union? Je présume parce que... Il était Marty Walsh hier soir, donc mardi soir. Oui, mardi, il était le Designated Survivor. OK. Alors, tu connais ce principe-là? Alors, donc, tout le gouvernement, tout l'appareil... Et tout le monde est dans le Capitole. C'est ça. Tout le monde est au Capitole. Même les juges de la Cour suprême, tous les représentants du gouvernement sont au Capitole. Alors, il faut qu'il y ait un membre du gouvernement qui soit désigné pour être ailleurs d'un coup. Au cas où il y aurait un cataclysme, que tout le monde disparaissait. Et il y a une série là-dessus avec Kiefer Sutherland. Oui, c'est ça. C'est à ça que j'ai pensé. C'est ça. Alors, donc, Marty Walsh était Designated Survivor. Mais bon, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de cataclysme. Alors, il va pouvoir finalement prendre et là, maintenant, il va falloir voir s'il va survivre à être directeur général, directeur exécutif de l'Association des joueurs. Alors, donc, Marty Walsh, c'est l'ancien maire de Boston. Ouais. Il a été maire de Boston en 2014-2021. En 2021, il a démissionné de son poste de maire de Boston pour rejoindre le cabinet de Joe Biden comme secrétaire du travail. Et avant d'être maire, c'était un syndicaliste. Et moi, je trouvais ce que j'entendais... de la part des gens en coulisses, quand j'ai chroniqué là-dessus au cours des dernières semaines, c'est que les joueurs étaient comme ambivalents. Ils se disaient, est-ce qu'on doit encore se comporter comme un syndicat ou est-ce qu'on doit avoir une approche plus d'affaires avec les propriétaires et négocier comme d'entreprise à entreprise plutôt que d'avoir des réflexes syndicaux. Et Marty Walsh, donc c'est ça, il a été syndicaliste, il a été à la tête du plus grand syndicat de la construction de la région de Boston. Il représentait 35 000 membres. Moi j'en connais rien, mais j'imagine que c'est un syndicat assez fort. C'est pas... Ça sonne! Et on s'imagine que c'est pas le genre de syndicat qui négocie... Non, c'est ça. Dans la dentelle. Non. Il doit avoir des coups de poing sur la table. C'est ça. Des fois, il doit se donner des coups de 2x4 sur la table. Et ça, je trouve que c'est une grosse pointure. C'est vraiment quelqu'un avec une grande stature qui va... Excuse-moi, je t'interromps encore, mais avec un profil complètement différent de ceux qu'on a vus avant. Oui. Alors, tu sais, Donald Fair a été nommé en 2010 après avoir passé... Depuis le début des années, depuis 83 de mémoire, Donald Fair avait été à la tête de l'Association des joueurs du baseball majeur, mais Donald Fair, c'était un avocat de formation, c'était pas un syndicaliste. Donald Fair avait succédé à Marvin Miller, qui a peut-être été le plus grand leader syndicaliste de l'histoire du sport professionnel sur la planète. Ouais. Et Marvin Miller, c'était un vrai syndicaliste, un économiste qui travaillait pour le syndicat des travailleurs de l'acier aux États-Unis. Et il a complètement révolutionné le monde du sport parce qu'il a vu le sport avec les yeux d'un syndicaliste et lutter pour l'amélioration des droits fondamentaux des joueurs. Et donc, je trouve ça intéressant de voir Marty Walsh. Gary Bettman va avoir une grosse pointure devant lui. Là, et ce que j'ai hâte de voir pour la suite, c'est que Donald Fair est arrivé avec une grosse réputation. Ouais.
Mais les joueurs ont perdu à chaque négociation de convention collective avec lui. Et, alors que sa carrière à l'Association des joueurs du baseball majeur était fulgurante. C'était un héros, là. C'était quelqu'un qui avait vraiment une super belle réputation. Oui. Et ce que les joueurs me disent, et je le sais d'expérience, parce que j'ai été président de syndicat aussi, tu peux pas aller plus loin que tes membres veulent aller. Alors, tu peux être très militant quand tu es devant la salle avec le micro, mais si tes membres ne veulent pas exercer le moyen de pression ultime, exercer le rapport de force, déclencher un conflit, tout ça, tu n'as pas vraiment d'armes pour négocier, pour pousser la note plus loin. Et au baseball, les joueurs ont un militantisme ils ont gagné beaucoup de conflits de travail au fil des ans et ils n'hésitent pas, quand c'est le temps de le faire, c'est naturel pour eux de dire parfait, on s'en va en grève et on va pousser les propriétaires dans leur dernier retranchement. Alors que l'histoire de l'Association des joueurs de la Ligue nationale, c'est tout le contraire. C'est une association, les joueurs ont été floués, fraudés par leur premier directeur exécutif qui était Alan Eggleston, qui a été emprisonné. Après ça, il y a eu Bob Goodenow qui est arrivé, qui était à la tête de l'Association des joueurs durant le conflit qui a duré 1 an en 2004-2005. Et lui, c'était vraiment il se battait avec tous les moyens possibles pour défendre les droits des joueurs. Il refusait l'implantation du plafond salarial. Et il a été victime d'un putsch de la part d'un groupe d'agents influents qui étaient tannés de perdre leur commission pendant un long conflit de travail. Et ils l'ont fait sauter tout simplement et ça a donné l'implantation du plafond salarial le plus rigide de tout le sport professionnel. Et après ça, il y a eu des jeux de coulisses. Le Ted Saskin a été évincé, Paul Kelly a été évincé. Donc, c'est pas un syndicat ou une association qui a une histoire absolument militante, absolument pas. Qui a un historique de solidarité. Ouais. Alors, Marty Walsh, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ça? S'il peut inspirer ses membres à se serrer les coudes. Et je pense qu'un autre niveau de difficulté aussi pour un dirigeant de l'Association des joueurs de la Ligue nationale, c'est que les jeunes super vedettes signent des contrats mirobolants de plus en plus jeunes. Les équipes n'attendent plus que les joueurs aient 27 ans, soit à la veille d'obtenir le droit à l'autonomie. Donc, tes joueurs les plus influents sont déjà assis sur des montagnes d'argent épouvantables et ils sont peut-être moins militants aussi, plus préoccupés à se concentrer. Conserver les acquis. Exactement. Ouais. Exactement. Non, mais tu me fais penser parce que on a déjà parlé de ça, de Bob Goodenow qui avait été victime d'un putsch des agents. Puis c'est l'angle mort un peu là-dedans. Au baseball majeur, visiblement, les agents ont compris que c'était dans leur intérêt aussi de patienter parce que les salaires allaient continuer de grimper et que forcément leur pourcentage allait s'accroître. Oui. On dit souvent que les joueurs de hockey manquent un peu sont pas très militants, puis ils manquent un peu de solidarité, mais on peut imaginer facilement qu'ils ont été conseillés dans l'autre sens aussi. Là. Oui, et c'est ça. Et c'est pour ça aussi que tu regardes les revenus des hockeyeurs de la Ligue nationale. C'est quand même une entreprise qui rapporte maintenant 5 milliards de dollars et plus, mais tu regardes les revenus des super vedettes du hockey par rapport aux super vedettes des autres sports. Ouais. Ils sont loin derrière. Absolument. Ils sont loin derrière. Et c'est à cause de ce manque de solidarité-là. Et je ne sais pas si un jour il va y avoir un déclic. Au baseball majeur, ils sont capables de faire ça quand même. Ils ont un fort pourcentage de joueurs latino-américains, de gars qui arrivent de la République dominicaine, de milieux extrêmement modestes, où il n'y a pas de tradition syndicaliste et tout ça. Et ils sont capables d'éduquer leurs joueurs et de créer cette solidarité-là. Au hockey, les joueurs arrivent quand même de pays assez sophistiqués. Là, la Finlande, la Suède. C'est pas cher jouer au hockey de toute façon. Il n'y a pas beaucoup de. C'est ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent de milieux défavorisés qui réussissent à atteindre. Il y en a, là, mais c'est pas la majorité. Là. Mais c'est ça. Quand les leaders de l'association brandissent le spectre, disent là, il va falloir peut-être déclencher un conflit pour défendre nos droits, ben les gens sortent pas. sortent de la salle. Donc, ça va être intéressant de voir ce que Marty Walsh va être capable de faire. Mais il est là. Écoute, j'imagine, quand tu as une réputation comme la sienne, j'imagine qu'il a fait un peu, qu'il a parlé un peu, qu'il a confiance à tout le monde. Parce que là, comment dire, nous, en tant qu'observateurs, on sait comment ça fonctionne. J'imagine que lui aussi là, a une idée qu'il prend la tête d'un syndicat qui n'est pas vraiment un syndicat, là, qui se demandait même jusqu'à tout récemment, est-ce que on veut continuer d'en être un ou on veut davantage être un partenaire
financier. Et il y a des gens qui disaient, mais tu sais, c'est une baisse de prestige de passer de ministre du Travail, de secrétaire d'État au travail à directeur exécutif de l'Association des joueurs, mais le secrétaire d'État au travail gagne quelques centaines de milliers de dollars par année. Et le directeur exécutif gagne 3,5-4 millions par année. C'est un bon incitatif. Ça doit être moins d'ouvrage. J'ai lu, non, c'est à vrai dire, non, c'est assurément moins d'ouvrage. Puis j'ai lu qu'elle allait pouvoir rester, parce que le bureau est à Toronto, mais qu'elle allait pouvoir rester à Boston. Fait que déjà, beaucoup de télétravail à l'horaire. Ben oui, pourquoi pas. Ah, OK, ben on verra. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Bon, on va prendre une pause, parler de hockey, juste 30 secondes, Martin, parce que cette semaine, on demandait à nos auditeurs, auditrices et enfin tous ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, on leur demandait quelle devrait être la priorité de Kent Hughes. C'était pas sans savoir que la date limite des transactions arrive à grands pas. Donc, c'est dans ce sens-là que la question était posée. Sur le book, il y a des affaires intéressantes. Sur le book, David dit trouver une relève comme gardien, parce qu'il y a des rumeurs concernant Don Levi avec les Sabres de Buffalo. Devon Levi, oui. De qui j'ai dit Devon Levi. Également, là, son prénom m'échappe. Dustin Wolf, le gardien qui est dans l'organisation des Flames, qui était au match des étoiles de la Ligue américaine. Tu sais comme moi que les Flames sont beaucoup dans les rumeurs. Je ne sais pas, moi je pensais qu'avec Montembeault, c'était devenu peut-être moins... est-ce que c'est devenu moins une priorité? Penses-tu que Hughes devrait profiter soit de la date limite des transactions ou cet été de mettre des efforts là-dessus? Un prospect dans les buts? Je pense que le Canadien devrait en tout temps mettre l'emphase sur la position de gardien parce que c'est la position clé. Et t'aimes pas ça quand je fais des comparaisons avec le baseball? J'adore ça. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que je comprends pas. Mais tu sais, il y a une histoire chez le Canadien. Cette organisation-là a toujours eu du succès parce qu'elle a toujours été capable de remplacer un excellent gardien par un autre et qu'il y a eu des luttes parfois. Et ça a été, je pense, le règne de Carey Price a été un abandon de cette tradition-là. On a dit, on a un bon gardien numéro 1, on n'a pas besoin d'en développer d'autres. Alors que si on avait continué à chercher le meilleur gardien disponible dans le marché, quand le temps serait venu de donner un contrat mirobolant à Carey Price, ça aurait peut-être été bon un an avant de l'échanger, d'aller chercher une super vedette et de placer un jeune gardien devant le filet et de continuer. Ouais. Et donc, ça, les équipes de la Ligue nationale devraient constamment travailler pour avoir avoir trois excellents gardiens. Un jeune qui commence, un autre qui a peut-être 22 ans, qui est sur le point d'éclore, puis un bon vétéran très fiable et être capable de faire tourner ça. Alors, on est loin du compte, là, présentement. Alors, non, c'est ça. Même avec un Montembeault... sur la pente ascendante, il y en a juste un. Ou enfin, Primo, c'est pas clair. Steph, toujours sur le book, un premier défenseur droitier à long terme. Ça va rester ça aussi, hein, le déséquilibre de l'ambidexterie chez les défenseurs. Ils sont rares. Ils sont très en demande sur le marché, les bons défenseurs droitiers. Il y en a moins que par rapport aux gauchers dans la Ligue nationale. Donc, ça aussi, c'est une pièce importante. Toujours sur le book, Patricia a tenté de refiler Gallagher dans une transaction, sinon racheter son contrat. Là, Patricia continue sur autre chose, mais juste là-dessus. Entre nous, là, parce que ça n'arrivera pas, je pense pas, là, c'est pas possible. Gallagher, l'île Robitaille. Est-ce que c'est ça qui se profile? Ça fait longtemps que je veux te soumettre ça va arriver éventuellement. Là, on voit qu'il est de plus en plus blessé, de plus en plus souvent. Mais c'est encore un joueur qui peut rendre de bons services aux Canadiens. De toute façon, les autres organisations voient aussi qu'il rate de plus en plus de matchs avec le nombre d'années qui reste à son contrat. Il va éventuellement, c'est un candidat pour aller rejoindre Shea Weber, Carey Price, Paul Byron.
si seulement. Voir l'île Robida et mourir. Le marché immobilier sur l'île Robida est en hausse. D'ailleurs, je me pars une agence courtier là-bas. Puis Alexandre, sur le book toujours, jouer en bleu poudre le restant de la saison. C'est vrai que ça sert bien l'équipe. Sur Twitter, il y a Rock qui dit bien manger. Les priorités de Kent Hughes, bien manger, bien s'hydrater, être physiquement actif. C'est un très bon conseil. C'est toujours, un des meilleurs. C'est toujours bon. Doom, sur Twitter, qui nous fait remarquer que le Canadien va avoir 7 millions d'espace sous le plafond à la date limite des transactions. Penses-tu que Hughes va servir de ça pour absorber, libérer, soulager financièrement des équipes qui auraient besoin de l'aide? Attends-tu à ce que, je sais pas, Milan Lucic vienne finir la saison à Montréal ou ce genre de candidat-là? Les équipes qui vont être capables d'absorber des salaires vont être très populaires à la date limite des transactions parce que toutes les équipes qui aspirent à la Coupe Stanley sont vraiment prises. Tout le monde est à côté. Personne n'a d'espace pour faire des acquisitions. Et ça peut permettre d'aller chercher des actifs, mais les équipes qui veulent s'améliorer à la date limite ne veulent pas faire de soustraction. Donc, c'est peut-être encore des choix de repêchage et tout ça. Mais ça va être à surveiller parce que à date, tout le monde se contente de regarder un peu qui sont les joueurs qui en sont à leur dernière année de contrat, puis dire, ces gars-là vont être échangés, mais si tu veux échanger Patrick Kane ou si tu veux l'accueillir dans ton équipe qui gagne 10,5 millions par année, il faut que tu fasses de la place. Et ça va être une gymnastique très, très compliquée. Donc, les équipes qui vont avoir de la place sous le plafond vont être capables de faciliter ça et ça va peut-être être un atout précieux. Là. Cela dit, je n'ai pas fait la vérification, mais j'imagine que... Non, c'est ça, 7 millions, ça me surprend, je n'ai pas regardé. C'est que c'est toujours le prorata, là, mais si le Canadien a ce genre d'espace-là, toutes les équipes qui ne feront pas les séries ont autant, sinon plus d'espace. Là. Donc, il va y avoir sûrement... Ça va être un marché compétitif, j'imagine. Puis, un petit dernier... Un marché d'acheteurs, parce qu'il y a rarement eu autant de mauvaises équipes dans la Ligue nationale en même temps. Ouais. D'ailleurs, justement, ça recoupe un peu ce que la Ligue républicaine dit sur Twitter. Ne pas faire d'échange pour le plaisir de faire un échange. Il faudra faire attention. À ça aussi. Puis il va falloir faire les transactions qu'on peut faire aussi, parce que beaucoup de joueurs qui étaient des appâts intéressants, qui sont blessés constamment. Donc, il y a peut-être beaucoup de joueurs qu'on prédestinait à des transactions qui vont rester jusqu'à la fin de la saison, parce que il n'y aura pas de preneurs sur le marché. Puis finalement, un sur le gram, il y a Nertix qui dit « Saboter les Panthers ». Est-ce que ça serait une bonne chose pour Kent Hughes? Les Panthers qui ne font, qui sont en feu depuis que je leur souhaitais le tanking. qui ont infligé une raclée au Lightning. C'était lundi. Oui, incroyable. Domination totale. Alors, c'est une équipe qui va se battre et on s'entend, les Panthers ne vont pas couler volontairement au classement. Leur directeur général a posé des gestes importants en croyant améliorer cette équipe-là. Donc, il va pas jeter le bébé avec l'eau du bain quelques mois plus tard. Ils vont se battre pour participer aux séries. It surprised me. I've never heard a player say that. And, Joe's a heck of a player, but here's a player popping off about our team, and Joe hasn't won a thing in this league. He could go down as a player, being one of the better players in our league, never to win anything. So what he should do is just shut up. Juste du Tortorella. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à couvrir John Tortorella. Il t'a jamais bousculé? Il m'a bousculé une fois. Ah ouais? Je me souviens quand Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier jouait à Tampa, mon mandat, c'était de couvrir les Québécois qui jouaient dans les autres équipes de la Ligue nationale. Et dans un camp d'entraînement, c'est ça, donc, il y avait 3 journalistes. Là, on faisait les points de presse après les séances d'entraînement avec Tortorella. Puis je lui avais posé une question. Il y avait Mathieu Darche qui était là, qui était un joueur des ligues mineures, qui venait juste d'arriver dans l'organisation, qui participait au camp. Et il avait été dans les meilleurs joueurs sur la patinoire dans un match intra-équipe. Là, j'avais dit, comment tu as trouvé Mathieu Darche? Puis là, il avait commencé à me rincer en disant, on ne sait pas, ces gars-là, ils sont là pour remplir des postes dans les ligues mineures, puis tout ça, puis il n'y a pas d'affaire à se préoccuper de ça. Puis là, j'ai dit, écoute, je m'excuse, mais si t'es un de tes 2-3 meilleurs joueurs sur la glace, là, t'as pas vu ça. Et finalement, Mathieu Darche s'est taillé une place avec l'équipe cette année-là, et ça a changé le cours de sa carrière.
Mais ça, c'est un gars flamboyant. Il y a une partie qui est théâtrale dans ce qu'il fait, mais il y a une partie aussi qui montre qu'il n'y a aucun respect pour... c'est un mal nécessaire pour les médias. Et il s'est amélioré un peu depuis qu'il est à Philadelphie. Et là, il s'est permis d'écrire aux partisans. Oui, je veux juste dire, l'extrait qu'on a entendu, c'est en référence. Il parlait de Joe Thornton qui avait dit de l'équipe que Tortorella dirigeait que c'était genre l'équipe la plus soft qu'il avait affrontée. Puis Tortorella disait, je sais pas, c'est la première fois que j'entends un joueur dire ça. Je sais pas pourquoi il dit ça. Puis Joe, c'est un bon joueur, mais il n'a rien gagné. Puis moi, quand Thornton se fait ramasser, ça me fait toujours plaisir. Mais c'est ça, le fun que j'ai eu à écouter des classiques de Tortorella, c'est quand même assez divertissant. C'est ça. Alors là, après avoir occupé la scène au théâtre, voilà que John se transforme en auteur. Oui. On a vu ça par le passé, des équipes qui écrivent, qui prennent la peine de mettre à l'écrit un message pour les partisans et les partisanes. C'est rare que c'est l'entraîneur, par exemple. Oui, habituellement, c'est le président de l'équipe ou le directeur général. Et moi, je pense qu'il y a des motivations, c'est pas... C'est pas sûr que c'était son idée. Non, c'est ça. Je pense pas que c'est son idée et je pense pas que c'est motivé par un désir d'entamer le dialogue avec les partisans. C'est vraiment des motivations économiques que les Flyers ont. Tu regardes, ils sont présentement 20e dans la Ligue nationale en ce qui concerne les assistances. Historiquement, les Flyers, depuis leur entrée dans la Ligue nationale, année après année, c'est une équipe qui est dans le top 3, dans le top 5 de la Ligue au niveau des assistances. C'est un très, très gros marché de hockey aux États-Unis. Là, ils sont 20e, il y a des milliers de sièges, il y a quelques milliers de sièges de vide à chaque match. Et donc, les dirigeants de l'équipe ont senti le besoin, je suis convaincu de ça, de passer un message aux partisans, de dire, écoutez, là, et le message, je trouve, est très, très bon. La lettre de John Tortorella. Penses-tu que c'est lui qui l'a écrit pour vrai? Je pense qu'il a donné les grands... Il s'est assis à son bureau. Probablement assis avec le relationniste et dire, voici ce que je pense, voici ce que j'écrirai dans une lettre. Et la lettre dit donc, écoutez, nous sommes à la mi-saison, voici ce que j'ai vu jusqu'à présent. Notre groupe est totalement engagé à redresser la situation. Il y a des jeunes qui m'impressionnent, qui prennent des grosses minutes, des grosses responsabilités, qui vont devenir ils sont en train de grandir pour devenir des joueurs d'impact dans la Ligue nationale. Les vétérans de l'équipe, je les ai mis au défi depuis le début de la saison et ils répondent bien. Ils montrent qu'ils veulent s'adapter, qu'ils veulent compétitionner puis donner le bon exemple aux jeunes. Puis le passage clé de la lettre, c'est « Mais je ne vous mentirai pas et je veux être clair là-dessus. Nous ne sommes pas arrivés à destination. Cette saison n'est que le premier pas pour bâtir l'avenir et redevenir l'une des équipes les plus respectées du hockey. » Puis là, il explique que la deuxième portion du calendrier avance et que là, ils ont besoin de passer à travers ça pour voir ce qu'ils ont sous la main et ce dont ils ont besoin pour bâtir l'équipe pour l'avenir. Et il termine en disant, écoutez, on a besoin de vous. Il parle aux partisans, on a besoin de vous. On va bien faire les choses et vous rendre fiers. On va bâtir une identité qui reflète celle de Philadelphie et l'histoire de cette organisation. Alors, il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Bon, tu l'as souligné, le message vient de l'entraîneur. Ouais. Probablement parce que Chuck Fletcher est beaucoup moins c'est ça, beaucoup moins populaire que l'entraîneur. Parce que si les partisans des Flyers ont déjà hué le Père Noël, là, ils auraient hué le journal. Exactement. Alors, le choix d'interlocuteur est important. On choisit un message franc. Écoutez, c'est difficile, mais on travaille fort, on se retrousse les manches, on vous le dit, là, il n'y aura pas de solution magique, ça va pas, on ne sera pas une équipe dominante à court terme, mais on essaie de bien faire les choses et on va jouer avec l'identité des Flyers. On va être une équipe difficile à affronter. Peut-être qu'il va jouer un petit peu plus... avec du méchant. Oui, un peu plus de papier sablé, parce qu'ils ont perdu ça au fil des ans aussi, les Flyers, au cours des dernières années. Donc, on va redevenir les Flyers que vous aimiez, mais lâchez-nous pas. Et donc, c'est ça. Je pense que c'est pas... c'est pas de la prévention, on essaie de réparer un dommage parce que quand tes partisans sont partout sur les tribunes téléphoniques pour critiquer, tu te dis, OK, ils suivent l'équipe, mais quand ils sont indifférents et qu'ils ne se présentent plus, là, ça, c'est un message qui est très, très fort. Ouais, parce que l'indifférence, c'est le pire des sentiments. Exact. Penses-tu qu'il pourrait survivre à Chuck Fletcher? Je pensais à ça parce que c'est vrai que quand on y pense, il n'y a pas plus
Philadelphie que John Tortorella. Tu sais, je veux dire, il y a tout à fait la personnalité, il me semble, qui va avec la personnalité de cette ville-là. Puis Fletcher, c'est un bilan assez mitigé. Là. C'est quoi, c'est un entraîneur par année en moyenne, pratiquement. Ouais, il est arrivé là. C'est pas fort non plus les embauches de joueurs. Puis, Fletcher est arrivé là en essayant de coller les morceaux rapidement. Les Flyers, on se souvient, en 2009-2010, ils ont réussi une opération de réinitialisation. Rapide, là, avec les embauches durant l'été, joueurs autonomes comme Daniel Brière et tout ça. Et ils sont passés de dernier de la Ligue à finale de la Coupe Stanley en 2 ans, si ma mémoire est bonne. Et ils ont réessayé ce truc-là à quelques reprises. Ça n'a pas fonctionné. Je ne sais pas si l'entraîneur va survivre à Fletcher, mais il y a maintenant Daniel Brière qui est adjoint au directeur général depuis 2 ans maintenant. Et c'est peut-être lui éventuellement qui va prendre les commandes, mais je trouve ça très intelligent de donner le micro à John Tortorella qui vient d'arriver et qui semble avoir un bon capital de sympathie. C'est lui qui défraie la manchette tout le temps dans les médias avec ses déclarations et tout ça. Puis le public de Philadelphie particulier semble apprécier ça. Oui, c'est ça. D'où cette espèce de climat, peut-être, en tout cas, à prévoir, on verra bien. Oui. Benoît. Daniel Brière, le prochain DG des Flyers, ça serait intéressant. Bon, on l'a fait souvent il y a de ça quelques semaines, quand le scandale à Hockey Canada battait son plein. On termine avec du sérieux. Oui. Avec du sérieux, mais un peu comme on disait tout à l'heure, quand on parlait de la progression des Américains. Peut-être que ça aura des impacts positifs sur le hockey canadien à terme. Ça aussi, peut-être que ça aura des impacts positifs à terme parce que, et là, on va faire un peu dans le droit. Tu sais, tantôt, on disait que le journalisme sportif, ça mène à tout. C'était vendredi dernier, il y a un juge de la Cour supérieure en Ontario qui a rejeté et proposé autre chose, ce qui est assez particulier, mais qui a rejeté, et ça, on en avait déjà parlé, là, le recours collectif qui avait été déposé par mené par Dan Carcillo, qu'on connaît davantage. Là. Mais il y a Garrett Taylor et Stephen Quirk également qui étaient les demandeurs dans ce dossier-là. Et le juge en question, il s'appelle Paul Perel. Oui. Et moi, si vous le googlez, vous allez voir que c'est un gars, c'est un gars avec de l'envergure, là, souvent sur des gros dossiers. Et je le disais, il a rejeté donc ce recours collectif-là. Bon, l'histoire, vous la connaissez, là, les gars disaient, c'est un milieu toxique, le hockey, il y a des initiations, il se passe des trucs dont on va vous épargner les détails, mais tous les jeunes joueurs qui sont passés par là ont subi certains traumatismes à toutes sortes de degrés. Puis c'est un gros problème et il faut que ça cesse. Et le juge Perel a dit, écoutez, moi, je peux aller jusqu'à une certaine place avec tout ça, mais si vous retournez à la table de travail et que vous récoltez des témoignages pour chaque équipe qu'il y a dans le hockey canadien, on va pouvoir prendre ce problème-là à bras-le-corps au sens large. Et juste là-dessus, Martin, toi, de mémoire, te souviens-tu d'un juge qui dit, regardez, vous devriez faire ça à la place. C'est quand même inusité. Oui, c'est une décision qui est inusitée. Premièrement, cette demande de recours collectif-là, la décision à savoir s'il allait être autorisé ou pas, c'était très attendu dans le milieu du hockey. Ça a défrayé la manchette partout il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, quand Dan Carcillo avait initié ce processus-là. On a entendu des histoires d'horreur épouvantables sur la façon dont les recrues, principalement au hockey junior, étaient traités lors des initiations et durant toute la saison. Il y a une tradition au hockey junior qui date de longtemps, qui fait en sorte que les recrues sont toujours traités un peu comme des esclaves par les vétérans. Je sais qu'au cours des dernières années, on a essayé de combattre ça, mais ça donne lieu à des abus, puis c'est une roue sans fin, parce que les joueurs qui ont été malmenés quand ils étaient recrues, ils deviennent des abuseurs par la suite, ils font subir les mêmes traitements et même pire. Alors, même dans cette décision-là du juge Paul Perel, les traitements que les plaignants disaient avoir reçus, et il y en a d'autres qui avaient témoigné, ça frôle la torture, là. C'est pas loin de la torture. Tout à fait. Alors c'est blessant juste de lire ça, ce qu'ils ont subi.
Alors donc, c'est ça, le juge a regardé ça, puis il a dit, vous faites une demande de recours collectif, mais je vois pas comment je peux punir. Par exemple, si Dan Carcillo a été maltraité par 2 équipes de hockey junior, je vois pas comment je peux rendre responsables les 60 équipes de hockey junior majeur du Québec pour ça. Il devrait avoir un recours contre ces équipes, les équipes pour lesquelles il a joué uniquement. Donc, il a dit, je rejette le recours collectif, mais je crois à tous les témoignages ahurissants que j'ai lus de vétérans qui urinaient sur des recrues, puis qui les battaient, qui les fouettaient, puis qui les battaient. Je crois ça, et je suis convaincu qu'il y a encore une situation inacceptable dans le monde du hockey junior, et il s'est beaucoup appuyé, le juge Perel, sur une enquête. J'ai parlé de ça dans une chronique il y a 2 ans, une enquête qui avait été faite en 2021 par Daniel Sauvageau, par Sheldon Kennedy, que tout le monde connaît, qui est un joueur qui a été abusé lorsqu'il était hockeyeur junior, et l'ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick, Camille Thériault. Et eux, ils avaient fait une enquête exhaustive. Ça avait été commandé par les dirigeants de la Ligue canadienne de hockey, donc par les 3 circuits juniors. Ils avaient commandé des sondages, rencontré des joueurs, des familles, des dirigeants d'équipe en privé, avaient pris beaucoup d'informations. Et leur conclusion, c'était que encore aujourd'hui, il y avait des comportements encore inacceptables, qui sont inacceptables en société, qui sont considérés comme normaux au hockey junior. Initiatique, même. Oui. Le rapport disait il y a encore de l'intimidation, de la discrimination, du harcèlement, un code du silence qui empêche les gens de lever la main et de dire là, c'est inacceptable ce qui se passe. Et donc, le juge dit, on a un juge de la Cour supérieure de l'Ontario qui dit tout ce que les plaignants disent, je le crois. Maintenant, je donne 120 jours aux plaignants. Et il y avait d'autres... il y avait 3 joueurs qui étaient qui portaient la cause, mais il y en avait d'autres. Il y avait d'autres témoignages de plaignants. Et le juge dit, je vous donne 120 jours si vous acceptez cette proposition-là pour trouver des anciens joueurs juniors des autres organisations, de toutes les organisations. Et si vous réussissez ça, chaque cas, on va établir une grille d'évaluation et de dommages et on va compenser individuellement chacun des plaignants. Alors, écoute, c'est une tâche colossale. Je ne sais pas si les avocats des 3 plaignants vont accepter d'embarquer dans ça, parce que c'était vraiment au lieu de plaider une cause pour tout le monde, il va falloir se pencher sur, je sais pas, mettons 2000 cas, 1 à 1, ça demande du personnel, ça demande du temps, c'est colossal. Mais ça sonne comme une entreprise lucrative. Écoute, je sais pas. Mais est-ce que les joueurs vont être obligés de se défendre individuellement, de payer leur avocat individuellement et tout ça? Il y a ces questions-là. Alors, je ne sais pas si les avocats des plaignants vont embarquer dans cette proposition-là faite par le juge, mais on a un juge d'une cour supérieure au Canada qui dit toutes les histoires d'horreur qu'on entend, c'est vrai. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et ça, c'est majeur. C'est majeur. C'est majeur. Puis, écoute, la raison pour laquelle le juge Perel n'a pas eu de difficulté croit toutes ces histoires, c'est parce qu'on les a toutes entendues. Je veux dire, et là, on parle de hockey, mais tu sais, dans le sport universitaire, dans le sport d'élite, il semblerait, puis pas juste ici, c'est comme ça ailleurs aussi, il semblerait que ça faisait partie des mœurs. Et ça, les témoignages des joueurs qui étaient retranscrits dans le jugement étaient très touchants, parce que des gars qui avaient 20 ans en 1990, qui aujourd'hui sont plus vieux, sont encore marqués de ça. Et je me souviens, c'est l'année d'avant, si ma mémoire est bonne, on en discutait avec Patrice Brisebois qui nous racontait il y a un mauvais traitement qui semblait très répandu d'un Atlantique à l'autre, comme disait Claude Ruel, au hockey junior. Durant un voyage, après un match en autobus, on enfermait 5 ou 6 recrues, on les forçait à se dévêtir, ou on leur lançait une substance collante sur le corps, on les forçait à s'entasser dans la toilette de l'autobus à l'arrière en montant le chauffage. Puis il y en a qui faisaient des crises de claustrophobie qui encore aujourd'hui sont devenus claustrophobes à cause de ça. Et Patrice Brisebois, qui est un gars qui a connu une carrière professionnelle remarquable, qui a gagné la Coupe Stanley, racontait ça. Il y avait des trémolos dans la voix. Il était encore marqué de ça par ces mauvais traitements-là.
là. Une dizaine d'années plus tard. C'est ça. Ouais. Et il y a beaucoup de joueurs, quand tu leur parles d'anciens joueurs, tu leur parles individuellement de ça, et ils ont été marqués par ça. Alors, si l'appel général est fait de la bonne façon, il va y avoir de la réponse. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la réponse. Ouais. Grosse semaine. Oui, n'empêche, il y avait du lourd. Il y avait du lourd dans tout ça. Il n'y avait pas de hockey, mais il y avait du lourd. Non. J'ai fait attention là, juste avant le petit interlude, parce que j'ai beaucoup dit... on va voir, ça reste à voir. Ça me gosse de terminer comme ça, mais il y a bien des affaires dont on a parlé aujourd'hui que ça va être intéressant de voir comment les choses vont évoluer. Et des recours judiciaires. Écoute, c'est la période, il n'y a jamais eu autant de recours judiciaires concernant le milieu du hockey junior. Et ça, je trouve que c'est un symptôme qui montre que les choses vont pas bien. Là, il y a eu, il y a quelques années, une demande faite par les joueurs de pouvoir toucher le salaire minimum, là, d'être reconnu, demander compensation parce que les joueurs jouent à peu près gratuitement. Il y a eu un règlement hors cours qui a été fait de 30 millions de dollars pour compenser les joueurs, mais c'est toujours pas réglé parce qu'il y a un juge qui a dit que c'était trop injuste pour les joueurs, que c'était une entente qui brimait les droits des joueurs. Alors ça, c'est toujours pas réglé. Il y a la Cour suprême du Canada qui est prêt, qui va sous peu rendre une décision à savoir si elle va entendre une cause concernant comment on dit ça, la loi anti-monopole, donc qui fait en sorte que on le voit ça tous les jours dans les médias, là, des joueurs de 19 ans qui sont retournés par leur équipe de la Ligue nationale dans les rangs juniors alors qu'ils pourraient gagner leur vie dans les rangs professionnels, mais ils sont obligés de retourner jouer à 70 $ par semaine dans les rangs juniors parce qu'il y a une entente qui a été faite entre la Ligue canadienne de hockey et la Ligue nationale. Et les joueurs canadiens disent pourquoi les Finlandais, eux, peuvent aller jouer dans la Ligue américaine à 19 ans, puis nous, on ne peut pas. Alors, il y a toutes sortes de recours comme ça, et celui des abus qui s'accumulent devant les tribunaux. Alors, à un moment donné, il va y avoir... il va y avoir une épuration qui va se faire ou un nettoyage parce que ça montre que le système n'est plus fonctionnel ou n'est plus au goût du jour. Et ça recoupe ce qu'on disait tantôt par rapport au développement du hockey, au sens sportif du terme. C'est ça, il y a comme j'ai juste des images graphiques un peu dégoûtantes, mais c'est comme quand ton corps, comme quand tu te coupes, là, c'est ça qui se passe. Là, le corps est en train, là, c'est pas beau, là. Il y a une réaction. Il y a du pu. C'est ça, mais là, c'est ça qui se passe. Là, c'est en train de s'expurger. Oui. Voilà. Heureusement qu'on est seulement en audio parce que ces images-là sont pas intéressantes. Parlant d'images intéressantes, Alexandre Gascon sera de retour la semaine prochaine. Et comme tu disais tantôt, on pourra mesurer... C'est toujours bon d'ajouter un beau garçon dans un band, dans un boys band. C'est ça, c'est notre front boy. Il sera donc à son poste mercredi prochain. Sinon, Martin, merci infiniment de ta présence. C'était un plaisir, en tête à tête quand même. Entre nous, comme dans le temps. Un gros merci à Jacques-Alexis Bernardet à la production de l'épisode, Benoît Durand à la console. Merci beaucoup, Benoît. Ça fait quelques semaines d'ailleurs qu'on travaille ensemble. Puis, un artiste, un véritable artiste. Tu n'as pas été payé en remerciement à ta juste valeur, alors j'insiste là-dessus. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.